Bonjour à toutes et à tous, je suis Vera Léon et j'ai mené cette année un projet de recherche qui a été soutenu par l'Institut pour la photographie que je profite pour remercier. Et donc ce projet s'intitulait Photographe non masculin avec un point d'interrogation, un métier à la source des imaginaires, et portait sur le genre des représentations et des métiers de la culture visuelle, notamment dans la seconde moitié du XXe siècle en France, dans la continuité de mon travail de doctorat que j'ai soutenu en 2020, qui était intitulé « On ne naît pas photographe, on le devient ». Le projet comportait 4 volets principalement, s'interroger sur la façon dont le métier est construit comme un métier avec avec une division sexuelle du travail assez forte dans ces années-là, qui oppose notamment les opérateurs ou les retoucheuses, mais aussi qui oppose des champs visuels et des domaines en fait, d'action qui sont différents selon le sexe. Il y avait un deuxième volet qui portait plutôt sur la formation de l'œil, et donc sur la question des écoles de photographie, de la formation du regard. Et donc l'idée c'était de regarder dans un certain nombre de supports pédagogiques, notamment comment est-ce que ce regard est orienté selon une binarité qui recoupe les deux sexes. Et puis il y avait un troisième volet sur de l'artisan à l'artiste, qui s'intéressait à la circulation des normes sociales et visuelles et de ces oppositions justement entre l'appropriation de la technique qui est montrée préférentiellement comme masculine et les corps représentés qui sont préférentiellement montrés comme féminins. Et puis un dernier volet, justement pour faire contrepoint avec cette démarche, qui s'intitule donc Face Caméra et qui venait interroger la façon dont un certain nombre d'artistes, mais aussi de militantes, ont pu se réapproprier le médium photographique, rejouer ces binarités parfois aussi sous forme parodique, et du coup déplacer le regard et proposer justement une autre vision de la société, une autre vision des femmes, mais aussi une autre vision du genre de manière plus générale. Ce projet répondait à 2 nécessités pour moi, à la fois proposer une archéologie de la situation actuelle de la profession de photographe, où les femmes continuent d'être plutôt marginalisées et elles subissent un plafond de verre pour l'accès aux positions de prestige, malgré aujourd'hui leur forte représentation dans les écoles. Et puis d'autre part, questionner aussi l'origine des stéréotypes sexués véhiculés par la culture visuelle, en regardant non pas cette culture visuelle uniquement, mais aussi en regardant les producteurs de cette culture visuelle et comment est-ce qu'ils sont aussi des vecteurs, parfois réflexifs, parfois moins réflexifs, sur ces normes sociales et visuelles. En effet, pour répondre à ces situations, les musées et les institutions culturelles mettent souvent en avant des expositions monographiques de femmes artistes, ou femmes photographes en l'occurrence, qui ont été oubliées, reléguées ou qui étaient marginalisées, mais ne questionnent pas toujours les processus complexes de légitimation et d'illégitimation des artistes, des processus qui sont toujours courts aujourd'hui, pas uniquement dans l'histoire de l'art ancien, et qui dépassent donc largement aussi la question du sexe, puisqu'on sait que la question de la classe sociale, mais aussi la question des discriminations ethno-raciales sont centrales dans les processus de légitimation justement des artistes. Et donc aujourd'hui, j'ai le plaisir de partager le plateau avec l'historienne de la photographie et critique d'art états-unienne Abigail Solomon-Godo, qui prônait justement, qui a toujours pris très clairement position à ce propos, et je suis ravie qu'on puisse aujourd'hui en discuter. Et je vais notamment citer son article dans le catalogue de l'exposition qui a eu lieu au musée d'Orsay et au musée de l'Orangerie en 2015, qui s'intitulait « Qui a peur des femmes photographes ?», dans lesquels justement Abigail exprimait l'idée que cette multiplication de monographies de femmes artistes ne suffisait pas pour contrer cette invisibilité dans l'histoire de la photographie, et même qu'elle constituait parfois un effort contre-productif qui participait justement à isoler les cas et isoler les carrières, individualiser les difficultés rencontrées. Et elle proposait cette alternative entre, d'une part, ériger de nouvelles figures exceptionnelles, mais du coup ça suppose de ne pas repenser le canon qui régit en fait cette mise en avant de certains artistes ou certaines artistes au profit d'autres, au détriment d'autres, pardon, ou d'autre part, et c'est plutôt évidemment la proposition qu'elle fait, dans laquelle je crois que j'essaye de m'inscrire, de réécrire de façon critique des histoires de la photographie et de la culture visuelle, qui les réinscrivent en fait vraiment dans des pratiques sociales, des pratiques collectives. Donc vraiment repenser le groupe social des photographes,
Voilà, donc je vais peut-être te laisser parler un peu de ces questionnements-là à partir de ta présentation, que je vais tout de suite montrer. C'est ça. Ouais. Mais d'abord, je voudrais bien remercier Véronique, Thierry et Emman pour avoir m'invité pour cette jour des études et je suis très contente d'être ici. Parce que j'avais produit les textes et les exhibitions pendant plus que 40 ans, il n'y a pas un sujet qui je peux vraiment discuter dans la même façon que le travail de Vera peut être compris comme un projet avec ces 3 volets, mais assez concentré malgré tous les parties différentes. Moi, j'ai commencé d'écrire sur la photographie, pas par le moyen académique, mais parce que j'avais travaillé pendant 10 ans dans la maison d'édition au New York et j'étais ce qu'on appelle picture researcher. Ici, on dit documentaliste iconographe, qui semble beaucoup plus sérieux. Et pendant 10 ans, j'étais toujours en train de chercher les photographies pour faire les livres, les textes pour la plupart académiques. Et ce que j'avais appris pendant les 10 ans que j'avais travaillé comme documentaliste est qu'avant tout, la photographie est absolument liée avec les idéologies familiales, bien évidemment, les idéologies de gender. Bien sûr, quand on pense de la photographie dans la période du 19e siècle, des explorations, colonialisme, anthropologie, etc., etc., etc. Et c'est pas possible de discuter la photographie sans faire le lien avec tout ce qui arrive en même temps dans cet endroit, son temps, etc. Et dans la période que j'ai commencé d'écrire ces choses comme ça, qui était en 1980, le discours de photographie, comme il était plus et plus dominé par un discours artistique, parce que c'était le moment d'un vrai marché de la photographie, c'était la période que toutes les galeries de photographie étaient établies. Et aussi, il y avait cette idée que dans la photographie et n'importe quel genre, pas gender, mais genre, il y avait toujours un canon. Et ça va sans dire que le canon est 90% des hommes. Mais à mes yeux, comme quelqu'un qui a travaillé avec la photographie pour des buts tout à fait instrumentalisés, il me semblait d'être tout à fait un nonsense. Qu'est-ce qu'on dit un nonsense en français? Absurdité. Absurdité, parce que de toute la photographie qui était produite depuis le début, le parti qui est vraiment artistique est si infinitesimal que de faire cette espèce de lignage de grands hommes qui fait les grandes photographies, etc., supprime, occulte, toutes les choses qui sont vraiment intéressantes, importantes et bien sûr politiquement indispensables. Mais dans cette période des années 80, c'était vraiment pas une façon de penser la photographie, sauf dans les autres domaines, comme sociologie, par exemple, ethnologie, anthropologie, qui a commencé à ce temps-là de faire une espèce d'autocritique. J'ai commencé avec le publicité pour Kodak, parce que d'abord, c'est bien évident comment le pratique photographique vernaculaire a
fait un certain travail ici avec l'idée de la famille. La photographie est importante parce que il s'agit d'établir ce qui était la fondation de toute société, maman, papa et enfant, et aussi le petit-fille avec le Kodak. Une autre raison pour laquelle j'avais choisi ces deux est parce que le travail de Vera est tout à fait centré sur la position des problèmes, des aporias, des contradictions des femmes dans la photographie, mais dans une période après-guerre. Et l'une des choses à considérer est quand le Kodak était inventé, il y avait comment dire, une espèce de publicité qui est tout à fait orientée vers les femmes. C'était les femmes qui font le document des familles, c'est les femmes qui fait les photos pendant des vacances. Et bien sûr, il y a un autre niveau de photographie qui est le Studio Photographers Group. Tout est discuté, où ça c'est aussi une partie de ce grand système bourgeois. C'est pas mon idée, c'était déjà établi par Pierre Bourdieu en 1954, je pense. Mais bon, donc à ce temps-là, je me disais non, je ne veux pas voir une autre photographie de Edward Steichen pour toute ma vie, ça suffit, c'est fini, c'est pas intéressant. Mais ce modèle de le photographe comme masculin, c'est un peu l'idée de, c'est un peu l'idée que l'homme humain, l'homme universel, c'est toujours un homme. Et parce qu'il s'agit d'un apparatus, malgré toute la publicité qui est liée avec l'activité des femmes, le photographe reste toujours comme figure mâle, comme l'artiste. Ça veut dire s'il n'y a pas un adjectif qui dit femme artiste, femme photographe, etc., c'est toujours un homme. Et pendant le période, même par le Second Empire, il y avait déjà ces idées que de photographier quelqu'un ou quelque chose, c'est un acte masculin par définition. Et parce que, mais c'est bien évident avec le vocabulaire de la photographie, to shoot, par exemple, une image, de shoot, qu'est-ce qu'on dit en français, de faire un tirage, non, de tirer. C'est toujours masculin, c'est toujours agressif, et cette agressivité dans la photographie est quelque chose qui était plus ou moins occulté dans le discours de la photographie. On ne trouve pas dans le 19e siècle, pas du tout. La question qui vient bien sûr avec le féminisme et qui vient évidemment avec la vraie histoire de la photographie dans le grand sens, et qu'est-ce qui se passe quand c'est une femme qui est le photographe? Qu'est-ce qui change si c'est la femme qui fait les images? Et la période qui n'adresse pas dans la période entre les guerres, quand il y avait beaucoup de femmes photographes qui ont travaillé en presque tous les domaines de la photographie. Elle a disparu après la Deuxième Guerre. Et c'est l'une des questions que tu poses. Mais ce qui est intéressant, cette période entre les deux guerres, et je montre ici Ilse Bing, autoportrait, donc c'est une femme qui prend une identité comme photographe et où cet élément phallique de l'apparatus est en effet
subverti un peu parce que c'est la femme qui le tient. Mais cette période entre les guerres, qui beaucoup de gens savent, c'est une période quand il y avait des femmes très très actives dans la photographie. Si on pense de Paris, il y avait très très peu de femmes photographes dans ce milieu. Ça veut dire que c'est une période entre les guerres. Germaine Kroll, Florence Henry, Dora Maar, Lee Miller. On peut choisir les femmes soit dans le domaine d'art, soit dans le domaine des choses commerciales, etc. Mais une autre chose qu'on doit considérer, parce que bien sûr je crois dans les bases sociales, ok, c'est pas toute l'histoire, mais quand même c'est absolument très important. Et en France, les femmes, bien sûr, ne pouvaient pas voter. Par exemple, le vote est 45, ok. Les femmes mariées ne pouvaient pas avoir un chéquier dans le nom. Il y avait le problème d'établir un vrai business, un vrai pratique privée, était énormément difficile pour des femmes. Et parmi les femmes les plus connues, alors Guillaume Albin Guillaume, était une veuve. Elle a hérité le business de son mari défunt. Donc, il faut considérer ce qui est possible pour des femmes photographes selon les conditions. Paris, entre les guerres, bien sûr, il y avait beaucoup des étrangers, il y avait aussi des émigrés comme Gisèle Freund, il y avait quelques autres qui ont la possibilité de faire la pratique. C'est aussi le cas, sauf pour les grands studios des entreprises qui étaient aussi vendus des cartes de visite, des photos des gens fameux. Ça, c'est quelque chose où on parle de la photographie industrialisée qui arrive pendant le Second Empire. Pour des femmes, l'idée de faire la photographie doit adresser le fait que c'est pas le droit de femme de regarder. En anglais, on a trois mots, to see, to look, to observe. Et on ne peut pas vraiment faire les trois catégories en français. De prendre l'apparat, de prendre l'apparatus, d'être la personne qui regarde, et quelque chose qui est une espèce de violation des idées de féminité très très vénérable et certainement très très fort en France. Pour moi, quand j'ai commencé de penser la photographie à travers ces questions de différence sexuelle et certainement gender, pas genre, gender, ce qui était très important pour moi était de voir les artistes, femmes à cette époque, les artistes qui on considère dans cette parapluie de postmodernité, c'était des femmes qui ont pensé sérieusement le droit de regarder, qu'est-ce qui se passe quand on fait des autoportraits. Dans un sens, c'est la question, est-ce que le subalterne peut parler? Parler dans le sens figuratif, oui. Et cette question de qu'est-ce qu'on change quand c'est une femme qui fait les photos est assez compliquée parce que quand cette exposition qu'Avir a mentionné, qu'il y a peu des femmes photographes, où les commissaires ont fait des recherches énormes, il a trouvé des photographes du 19e siècle en Angleterre, etc., des femmes qui jamais... Ce qui est important, on ne peut pas voir la différence entre une femme qui fait un portrait
carte de visite, selon toutes les conventions de la photographie. C'est absolument pas possible de dire « Oh oui, ça c'était fait par une femme », dans la même façon que le discours que tu as discuté, les femmes sont très bonnes avec le retouche parce qu'ils sont si délicats, ils font des efforts, etc., etc. Mais si c'est le cas que la photographie a fait par des femmes, et je ne parle pas des pratiques artistiques, mais dans tous les autres domaines, si on ne peut pas voir une différence dans leurs photos, qu'est-ce qu'on peut faire avec cette idée de la femme photographe? Okay? Est-ce que c'est quelque chose qui peut vraiment fonctionner de déstabiliser, de mettre en question les pratiques des hommes, ou, c'est la question, est-ce que la façon dans laquelle on organise l'histoire de la photographie, soit par catégorie, soit par but, soit par intention, etc., parmi eux, les grands, qui on peut trouver même des femmes maintenant, est-ce que ça c'est vraiment une façon historiquement valide pour construire une histoire du médium qui est tout à fait différent que la peinture ou la sculpture. Si on fait une peinture, ça peut être une mauvaise peinture, ça peut être une bonne peinture, mais c'est une peinture. Bref, on ne peut pas faire ça avec la photographie, ok? Et donc, pendant cette période de 80, qui les rédacteurs d'Octobre a appelé le deuxième découverte de la photographie, c'était le moment que toutes sortes de photographies qui n'avaient rien à voir avec l'art étaient élevées dans cette panthéon des photographes majeurs, les Michel-Ange de la photographie. À ce temps-là, je suis allée en France en 1978. Ceux qui étaient courants dans le monde de la photographie ici à Paris étaient très très loin de la social history, de le type d'histoire qui était déjà là dans les années 20, les années 30. Ok, donc de finir, à mon avis, de considérer photographie dans le contexte de gender, de féminité, suggère qu'on doit penser une histoire, mais pas dans une façon qui prend ses impulses, ses règles, ses structures de pensée de l'histoire de l'art. Bref, ça veut dire une histoire avec des noms. Je pense que ça veut dire aussi recontextualiser comment est-ce que la culture visuelle... en fait, les artistes font complètement partie de la culture visuelle, évidemment, mais juste resituer aussi cette production-là artistique, y compris dans ces tensions avec le monde de la photographie professionnelle, dite technique, ou avec une photographie commerciale. C'est à la fois mieux restituer un champ de la culture visuelle en général, et à la fois c'est aussi se donner les moyens de mettre en avant la diversité des acteurs et aussi des conflits qu'il peut y avoir, et y compris justement des conflits qui sont basés, moi je les ai étudiés sur le genre, mais aussi sur la classe sociale, par exemple, avec un très fort élitisme entre ces différents milieux. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, il y a vraiment une variation très importante, que l'entre-deux-guerres est très bien connu comme une période où la photographie est assez féminisée, où il y a vraiment des innovations visuelles amenées par les femmes de cette époque-là, y compris une réflexivité par rapport au fait de produire des images en tant que femme qui est très forte. Et ce qui est intéressant dans ce projet, c'est que ça vient aussi justement interroger un peu cette périodisation de l'histoire de la photographie et donner aussi une place à une sorte de backlash, si on reprend un terme, ou un retour de bâton qui en fait a lieu dans l'après-guerre, où justement il y a une professionnalisation très forte et aussi une volonté qui existe depuis les débuts évidemment de la photographie, mais qui se transforme à ce moment-là
vraiment s'éloigner beaucoup de la photographie amateur et d'essayer vraiment de se professionnaliser, y compris avec des diplômes. C'est vrai, ça c'était l'objet de la thèse. Et vraiment du coup de voir comment est-ce qu'à ce moment-là, il y a une sorte de reprise en main qui est classique sur le marché du travail de cette époque, mais qui n'avait pas forcément été étudiée sur le champ de la photographie. Et ça vient donc à interroger voilà, ces évolutions finalement dans le temps. On voit que c'est contrairement à ce qu'on pourrait croire, il n'y a jamais eu de femmes, que ces oppositions-là, en fait, elles sont très évolutives selon les contextes sociaux et politiques. Et selon évidemment les enjeux aussi propres à une culture visuelle qu'on a pu étudier toutes les deux. Donc on va s'arrêter là peut-être. Tu veux finir il y avait une question parce que ce que Vierre a fait dans ses ouvrages, de considérer la question de classe comme quelque chose qui doit être considéré quand on regarde les pratiques différentes, l'éducation différente, etc., etc. Mais ce que je voudrais demander, et quand on parle de classe dans ces institutions qui sont des institutions nationales, il s'agit de quoi exactement? Parce que classe, ça peut être la classe ouvrière, quand on pense de worker photography d'Allemagne, parce que j'imagine que même parmi des femmes qui ont gagné en très peu, etc., qu'est-ce que la distinction, bon Dieu, qui signale qu'on peut vraiment voir la différence de classe au fur et à mesure qu'on on monte l'escabeau professionnel. Un grand escabeau. Du coup, il y a la classe, c'est vraiment, il y a des dimensions différentes. Il y a la dimension vraiment des conditions matérielles. Et donc ça, c'est par exemple les photofilmeurs que j'ai pu étudier, qui sont effectivement issus vraiment de petits métiers, qui n'ont pas forcément de qualification et qui vont pratiquer la photographie parce que c'est un moyen facile d'accéder à un revenu et d'accéder à un certain nombre de... voilà, là on a les photographies des photofilmeurs qui étaient une pratique visuelle très importante dans l'après-guerre et qui est effectivement du coup un moyen d'une sorte de mini-ascension sociale à l'échelle, c'est-à-dire passer de classe très populaire à une possibilité d'indépendance, etc. Et il y a aussi dans la classe sociale des dimensions beaucoup plus liées à, des dimensions beaucoup plus symboliques en fait, qui sont aussi charriées, par exemple dans les écoles de photographie quand on demande une grande culture générale dans l'après-guerre, alors que jusque-là on recrutait sur des facultés très techniques comme le dessin, forcément ça oriente aussi la façon dont on recrute et notamment la classe sociale des élèves qu'on recrute. Là je pense à l'école Louis Lumière que j'ai étudiée. Donc c'est vrai que la classe sociale c'est intéressant parce qu'il y a vraiment une intersection très forte entre la question de la classe sociale et la question du genre, dans la mesure où c'est pas... par exemple, on peut être en tant que femme, mais venant d'une classe très favorisée. Bourdieu ou même les différents travaux qui ont pu y avoir, par exemple, sur les femmes photographes dans l'entre-deux-guerres, montrent que ce sont quand même souvent des femmes qui viennent d'un milieu de classe moyenne, plutôt avec un assez fort capital culturel, notamment, et qui donc sont déjà qui n'ont pas forcément énormément d'argent, qui accèdent à l'indépendance grâce à ce métier, mais qui viennent quand même de milieux plutôt favorisés. Donc là, ce qui est intéressant, c'est aussi de voir les tensions qu'il peut y avoir entre justement ces milieux plutôt favorisés et des milieux plus défavorisés. Je me demande si c'est vraiment français, tout ce discours, parce que en Scandinavie, en Allemagne, etc., d'abord, c'était nécessaire que des femmes travaillent, même des bourgeoises. Deuxièmement, il n'y avait pas cette mystique de professionnalisme, parce que même en cette période, il y avait des autodidactes et des mouvements, des amateurs. Et cette question de, encore pour Dieu, distinction et cultural capital est peut-être quelque chose qui est particulier à la France. J'ai du mal à dire, je pense qu'en tout cas les mécaniques que j'ai, moi la diminution par exemple des femmes dans l'école de photographie Louis Lumière que j'ai pu observer entre les années 40 et les années 70, c'est quelque chose que en Suède par exemple je sais qu'il y avait aussi une diminution
du nombre de femmes à cette même époque. Donc je pense que c'est, enfin voilà, là je ne réponds pas sur la classe sociale parce que j'ai pas d'éléments là-dessus et que ça demanderait effectivement un gros travail de comparaison internationale. Mais effectivement, je pense qu'il y a des dynamiques qui peuvent être communes parfois, y compris avec des situations sociales assez différentes. Ouais. Ça va être là. Mais merci beaucoup. Merci à toi.